bonjour à tous. La méditation, un bien grand mot. Et si l'on regarde les racines orientales du mot qu'on traduit par méditation, bhavana en sanskrit veut dire cultiver. Donc c'est cultiver des qualités fondamentales comme l'altruisme, l'attention, la résilience, l'équilibre émotionnel. Et le mot tibétain gom signifie se familiariser avec. Alors ça peut être se familiariser avec ces mêmes qualités qu'on développe comme des capacités, mais ça peut être aussi, de façon plus large, se familiariser avec une nouvelle manière d'être, la façon dont on traduit les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être, qui fait une différence considérable. Et de manière plus profonde encore, ça peut dire se familiariser avec notre propre esprit, la façon dont il fonctionne et surtout, quel est son aspect fondamental, c'est-à-dire quel est ce qui derrière le rideau de toutes les constructions mentales, les pensées, les souvenirs, le raisonnement, les émotions, qu'est-ce qui fait la qualité première de la conscience? Cette faculté de connaître qui est toujours là, qui est l'espace au sein duquel les pensées surgissent, restent un moment et se dissolvent. Cette faculté première, elle ne change pas. C'est simplement cet aspect lumineux qui fait que l'on est capable de connaître les choses, aussi bien notre monde intérieur que de percevoir les choses extérieures, par rapport à un objet qui, du point de vue cognitif, est complètement opaque, qui ne connaît rien. Et nous ne sommes pas très familiers avec cet aspect-là de notre esprit. Donc tout ça, ça relève de la méditation. Donc si vous dites à quelqu'un « je médite », c'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un « je m'entraîne », et il attend la suite, à savoir, est-ce que vous vous entraînez à jouer aux échecs, à lire, à écrire, à jouer d'un instrument de musique ou à faire du rugby? C'est pas la même chose. Donc, la méditation est à proprement dit un entraînement de l'esprit et une meilleure connaissance de notre esprit. Donc, un entraînement, ça signifie une pratique. Et une pratique exige une continuité et une régularité. Et c'est ça le secret, le vrai secret de la méditation, c'est la continuité dans la pratique. Les recherches effectuées depuis 20 ans en neurosciences vous diront aussi que la faculté que le cerveau a de changer lorsque nous sommes exposés à des situations nouvelles passivement, c'est-à-dire nous sommes projetés dans une situation de vie différente, ou lorsque nous apprenons ou nous entraînons à une capacité particulière, et ça peut être d'apprendre à jongler, mais aussi cela peut être de raffiner notre faculté de présence attentive, d'attention focalisée, d'augmenter, de magnifier notre capacité à l'amour altruiste ou à la compassion, autant d'entraînements qui font que nous allons changer. Et les études en neurosciences montrent que ne serait-ce que 10, 15, 20 minutes par jour d'un entraînement continu, au bout d'un mois, on peut très clairement voir déjà dans le cerveau non seulement un changement fonctionnel d'activité qui est spécifique à un type de méditation particulier, c'est-à-dire qu'il y a des aires du cerveau spécifiques à la présence attentive, à la compassion, à la gestion de la douleur et toute autre capacité que l'on entraîne par la méditation. Et il va changer structurellement, à savoir que des zones du cerveau vont être soit augmentées en volume, c'est-à-dire qu'il y aura davantage de neurones ou davantage de connexions entre les neurones, c'est-à-dire qu'il y aura une activité accrue. Tout ça pour dire que la méditation, l'entraînement de l'esprit, induit des changements véritables dont nous pouvons bien sûr faire l'expérience nous-mêmes par notre propre expérience, mais qui peuvent être aussi corroborés lorsqu'on étudie le cerveau. On pourrait se demander
pourquoi méditer? J'ai envie de dire, on a déjà suffisamment de choses à faire dans l'existence, vous n'allez pas en plus nous embêter à en rajouter où il faut nous entraîner notre esprit. La vie nous apprend tellement de choses déjà, on n'a pas besoin d'en faire plus. Oui et non, à savoir que la vie nous apprend beaucoup, mais d'une façon un peu chaotique, désordonnée au fil des hauts et des bas de l'existence. La vraie question c'est, je crois que pour être honnête, nous reconnaissons que nous sommes un mélange d'ombre et de lumière, de qualité et de défaut, et on peut se dire effectivement, bon, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, c'est ça qui fait la richesse et la variété des individus, j'ai aucune raison qu'on soit tous pareils, donc pourquoi est-ce que j'essaierais de devenir différent? Mais pour dire vrai, je pense que personne ne peut dire, à tout point de vue, j'estime que tout est parfait dans ma vie. Ça serait un tout petit peu exagéré, le moins qu'on puisse dire. Donc, certes, c'est notre point de départ, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de se révolter contre ce que nous sommes. Mais de là à dire que rien ne peut être amélioré, qu'on ne peut pas arriver à une manière d'être plus optimale, qui nous rendrait plus épanouis, qui nous permettrait d'avoir de meilleures relations avec autrui, d'apprécier différemment chaque instant qui passe et aussi sur la durée la satisfaction que l'on a d'être en vie et de continuer dans cette existence. Tout cela, ce sont des qualités qui, a priori, pourraient être amenées à un point optimal. Sur quoi méditer? Et là, c'est notre esprit, c'est lui à qui nous avons affaire du matin au soir, qui peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Et si l'on peut transformer, ne serait-ce que de façon minime, la façon dont, encore une fois, nous traduisons toutes les circonstances, les conditions bonnes ou mauvaises extérieures en bien-être ou en mal-être, ça fait une énorme différence dans notre existence. On sait que on peut être malheureux dans un petit paradis et garder notre force d'âme, notre joie de vivre, même dans des situations ou dans des conditions adverses. Donc la faculté que notre esprit a d'éclipser les circonstances extérieures est remarquable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas améliorer les conditions extérieures le plus que nous pouvons, mais ce contrôle des conditions extérieures est limité, il est éphémère et souvent illusoire. Au moins avec notre esprit, nous avons quelque chose sur lequel nous pouvons travailler. Donc c'est bien la façon dont fonctionne notre esprit pour arriver à un état d'esprit plus optimal, qui nous donne les ressources intérieures suffisantes pour gérer les hauts et les bas de l'existence et continuer sur un chemin qui va vers un sentiment de plénitude, de liberté intérieure et de paix intérieure. Comment méditer? C'est là où nous allons en venir au fil de cette petite série d'entraînements ou d'exercices. Eh bien, il y a là toutes sortes de méthodes. Tout comme lorsqu'on fait de la gymnastique, on va se muscler les différents muscles, on va consacrer du temps à augmenter notre capacité pulmonaire, notre endurance, notre rapidité, notre force physique, notre résistance, toutes sortes, un ensemble de qualités qui chacune sont capables de modifier par l'entraînement. Et donc, d'où une sorte d'éventail de techniques méditatives. Donc encore une fois, l'aventure en vaut la peine. Et puis, je pense qu'il faut se rendre compte que dans bien des domaines, nous sommes prêts à faire des efforts. Personne n'est né en sachant lire et écrire. Et bien que les enfants parfois rechignent à aller à l'école, en gros, nous sommes d'accord que l'éducation est éminemment désirable. Ensuite, nous passons pas mal d'années à une formation professionnelle, technique, artisanale, pour acquérir une capacité, un métier, une expertise. Et donc, on sait très bien que c'est nécessaire. Et c'est curieux parce qu'on ne perçoive pas à l'évidence que c'est la même chose pour les qualités humaines fondamentales. Par quel mystère, ça serait une des seules capacités dans toute la panoplie de ce que nous pouvons faire,
qui serait déjà à son point maximal sans qu'on fasse rien. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc toutes ces qualités, nous en avons le potentiel. Simplement, elles sont à l'état latent. Elles sont à l'état dormant. C'est-à-dire, c'est la ligne de base, le minimum que nous avons. Des capacités qui peuvent être différentes chez différents individus. Il y a des personnes qui sont naturellement plus attentives, donc qui ont beaucoup de mal à se focaliser. Il y en a qui sont naturellement plus joyeuses, d'autres qui sont plutôt de tendance mélancolique. Il y a des personnes qui sont naturellement bienveillantes et altruistes, d'autres qui ont plus de mal avec s'intéresser au sort des autres. Mais nous avons tous ces qualités à différents degrés. Et quel que soit notre point de départ, il y a toute une énorme marge de manœuvre qui est justement actualisée au travers de l'entraînement de l'esprit, qu'est donc la méditation.